Bonjour à tous, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, je vais vous lire le résumé du livre Trembler mais oser du docteur Suzanne Jeffers. Trembler mais oser s'est vendu à des millions d'exemplaires et a été traduit dans le monde entier, ce qui lui a valu une renommée internationale. Suzanne Jeffers est titulaire d'un doctorat en psychologie. Elle a écrit plus d'une quinzaine de livres. Elle est aussi une conférencière très appréciée. Voilà. Introduction, ouvrez la porte. Dans cette introduction, Suzanne Jeffers présente comment le sujet de ce livre lui est venu à l'esprit. Cela part de ce constat tout simple, la peur est partout. Chacun d'entre nous la vit à sa manière et parvient ou non à la surmonter. Certains ont un tel déficit de confiance en eux-mêmes que leur peur les empêche d'avancer. Suzanne Jeffers souhaite donc, par l'intermédiaire de ce petit guide, donner des conseils et des trucs pour parvenir à se lancer et à reprendre sa vie en main. Le premier d'entre eux est tout simplement d'accepter la vie, car ce sont ces impondérables, les décisions qu'elle nous oblige à prendre, qui font que nous avons toujours la tentation de la peur. C'est lorsque Suzanne Jeffers a compris cela qu'elle s'est elle-même reprise en main. Elle a alors souhaité venir en aide à tous ces hommes et ces femmes qui avaient peur et a décidé de le faire via un séminaire intitulé « Ressentez la peur et surmontez-la ». Dans ce livre, dont je vous propose la chronique, on reprend en fait Suzanne Jeffers reprend en fait en plus condensé ce séminaire. Chapitre 1. De quoi avez-vous peur? Ce premier chapitre nous rappelle que nous ne sommes pas seuls à avoir peur. Tout le monde est concerné, jeunes, vieux, hommes, femmes, quel que soit notre niveau social, nous sommes tous régulièrement confrontés à nos angoisses. L'objectif de ce premier chapitre est aussi de nous faire parvenir à identifier nos peurs. Nous apprenons ainsi qu'il y a 3 niveaux de peur. Premier niveau. Le premier concerne les appréhensions de tout un chacun, telles la vieillesse, la mort, la perte d'un être cher, etc. Deuxième niveau. Le second concerne notre moi profond. Ainsi en font partie la peur de l'exclusion, de l'échec, la mésestime de soi, etc. Ces peurs-ci peuvent avoir de graves conséquences sur le déroulement de notre vie. Troisième niveau. Le dernier niveau de la peur concerne un état de fait. Nous n'avons pas confiance en nous et n'arrivons pas à faire face. S'avouer la vérité et développer sa confiance en soi sont en fait les 2 principaux moyens qui nous permettront d'affronter nos peurs. Chapitre 2. La peur ne vous quittera pas. Quoi que l'on décide, nous serons toujours confrontés à la peur. En effet, le moindre changement occasionnera toujours une angoisse, une peur de l'échec. C'est donc une complète rééducation de notre manière de penser qui est à mettre en œuvre, car nous avons développé des réflexes qui nous emprisonnent dans une logique d'échec. La seule façon de changer est finalement d'agir et se dépasser, car c'est ainsi que progressivement nous reprenons confiance en nous. Il est essentiel d'avoir une bonne estime de soi. L'autosuggestion peut ainsi nous aider à nous persuader que nous ne sommes pas si nuls que cela, et à faire en sorte que nous nous sentions mieux. Quelque chose de réconfortant est enfin d'avoir conscience que tout le monde a peur, même la personne qui nous semble la plus orgueilleuse au monde. Il s'agit d'entraîner son esprit à réagir différemment au fil des expériences pour que peu à peu le sentiment de peur ne nous paralyse plus. Rien n'est pire que de rester enfermé dans ses peurs et de ne plus oser agir. Chapitre 3. De la souffrance au pouvoir. Le vrai problème vient surtout de la façon dont on vit la peur et les effets qu'elle produit. En effet, elle engendre la souffrance quand elle n'est pas surmontée, alors qu'un réel sentiment de pouvoir sur nous-mêmes nous envahit lorsque l'on parvient à la surmonter. Afin de pouvoir progresser sur une abscisse qui va du mot souffrance au mot pouvoir, le plus simple est encore de tracer réellement cette ligne sur une grande feuille de papier et de chercher à noter régulièrement les progrès que l'on pense y faire, après avoir noté sa position initiale. Cette manière de matérialiser les choses est l'un des nombreux trucs que donne Suzanne Jeffers pour visualiser ses progrès et surtout se conditionner à aller de l'avant, vers le pouvoir. Le vocabulaire que nous utilisons doit également être soigné, car il traduit notre état d'esprit. Ainsi, au lieu de se dire qu'il y a un problème, devrions-nous plutôt penser que c'est une chance. C'est ainsi l'équivalent de plusieurs petites phrases clés que nous donne l'auteur, afin que nous nous forcions chaque jour, chaque heure, chaque minute à utiliser les termes positifs qui influeront sur notre état d'esprit. En éliminant ainsi les tournures négatives, nous nous donnerons une meilleure image à nous-mêmes et en projetterons une également moins pessimiste pour les autres. Un dernier objectif est aussi de chercher toujours à dépasser nos limites. Cela nous aidera à reprendre confiance en nous, car nous arriverons à prendre toujours plus de risques et à réaliser ainsi des choses nous apportant toujours plus de fierté. Chapitre 4. Soyez responsable. Suzanne Jeffers revient dans ce chapitre sur la notion de responsabilité.
qu'est-ce que, au juste, que prendre ses responsabilités? Quelqu'un qui passe son temps à se plaindre des autres est-il vraiment responsable? Eh bien non. Se poser en victime est tout sauf assumer sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive. L'auteur nous propose ensuite 7 définitions complémentaires de ce que signifie se montrer responsable, comme prendre ses responsabilités, c'est ne jamais penser que ce que vous êtes devenu ou ce que vous vivez est la faute d'autrui ou de quelconque contingence extérieure. Prendre ses responsabilités, c'est aussi ne pas se faire de reproches. Accepter de ne plus être une victime, c'est quelque part grandir enfin et se sentir adulte et fort face à l'adversité. S'ensuivent 6 petits exercices pour nous aider à accepter cela et à devenir maître de nous-mêmes. Ainsi, un exercice consiste à réussir pendant une semaine à ne pas critiquer qui que ce soit, ni ne se plaindre de personne. Dans un autre, il s'agit de faire la liste des alibis que l'on se trouve pour ne pas avancer vers nos objectifs. Chapitre 5. Positiver. Ce chapitre aborde le thème de la pensée positive. Partant du constat que 90% de nos craintes sont sans fondement, à quoi bon broyer du noir et être pessimiste? En vivant continuellement dans la crainte, c'est notre propre réalité que nous créons. Ainsi, nous avons tout à gagner à croire que nous allons réussir en pensant positivement et en nous l'affirmant. Nous connaissons en effet le pouvoir des mots. Mais pratiquer la pensée positive n'est pas aussi simple que cela et demande une attention de tous les instants et une pratique quotidienne. L'auteur nous explique comment faire, par exemple, par l'écoute de cassettes d'autosuggestion, par la lecture de livres, l'écoute de musique douce, l'affichage de messages positifs dans notre environnement. Elle nous donne enfin un programme intensif de pensée positive pour débutants et nous l'assure, nous allons vivre une véritable renaissance si nous suivons ses conseils. Il est toutefois nécessaire de nuancer son propos et de ne pas utiliser la pensée positive comme une excuse pour fuir la réalité. Elle doit simplement nous permettre de garder à l'esprit que des solutions existent, quand bien même nous avons l'impression que rien ne peut aller plus mal. Chapitre 6. Les obstacles à votre épanouissement. Les obstacles à notre épanouissement sont nombreux, mais sont principalement représentés par autrui, essentiellement la famille proche. Il s'agit en effet en premier lieu de nos conjoints, qui certes nous aiment pour ce que nous sommes, mais pas forcément pour ce que nous pouvons devenir. Ceci entraîne donc parfois des ruptures, mais parfois aussi des redécouvertes de l'autre et l'envie de l'accompagner sur la voie de son épanouissement personnel. Des exemples viennent enrichir la théorie. Suzanne Jeffers nous parle ainsi de cette jeune femme obèse qui décida un jour de reprendre son corps en main et de retrouver une silhouette plus fine. Son mari eut besoin de beaucoup de temps pour les accepter, elle et son nouveau corps, sa jalousie allant jusqu'à lui faire traîner des friandises et autres chocolats pour tenter sa femme, devenue trop séduisante. Suzanne Jeffers nous indique ensuite que faire quand la famille résiste au changement et que nous essayons de mettre en place. Pour nous accompagner sur le chemin de la réussite, il est bon également de trouver un guide et de savoir s'entourer de ce que Suzanne Jeffers appelle les perles rares. Ce sont ces personnes qui nous semblent tellement plus épanouies que nous, plus positives et qui peuvent tant nous apporter. Un signe irréfutable que nous sommes déjà en train d'évoluer est ce que Suzanne Jeffers appelle le coup du balancier. Notre attitude alterne entre des périodes de passivité, de maîtrise de soi et d'agressivité. Cette agressivité traduit notre volonté de nous accrocher et de ne pas retomber dans la mollesse qui nous empêchait auparavant d'agir. Quelques remèdes nous sont donnés ensuite pour éviter ce syndrome du balancier. Il s'agit essentiellement de pratiquer la diplomatie dans nos rapports avec ceux qui nous critiquent. Ainsi, plutôt que de répondre violemment « occupe-toi de tes affaires » à une maman soucieuse, mieux vaut faire preuve de confiance en soi et lui faire comprendre que l'on attend d'elle du soutien et non des mots qui nous enfoncent un peu plus dans notre manque de confiance en nous-mêmes. La conclusion de ce chapitre nous rappelle qu'avant toute chose, nous devons être notre meilleur ami. Chapitre 7. Le choix gagnant. L'un des points centraux de la pensée de Suzanne Jeffers est ce concept de choix gagnant. En effet, plutôt que de considérer que dans la vie il y a les bons choix et les mauvais choix, nous devons nous persuader que toute décision est toujours un choix gagnant et ne peut que nous apporter, quelle que soit son issue. Nous avons été éduqués dès notre plus tendre enfance à être prudents. Notre quête perpétuelle de la perfection nous fait fuir toute possibilité d'échec et nous prive ainsi d'expériences qui auraient pu au contraire être enrichissantes. Considérer que nos choix sont tous gagnants est un excellent moyen de vaincre ces peurs, et cela nous permet de tout assumer et de savoir que dans tous les cas, nous allons parvenir à nos buts. Nous trouvons ensuite une méthode de prise de décision permettant de mettre en œuvre ce concept de choix gagnant. Après avoir pris la décision, il sera toujours nécessaire de rester dans le réel et de rectifier le tir, car les imprévus sont des constantes avec lesquelles nous devons composer. La conclusion de ce chapitre est qu'en considérant que nous sommes toujours dans un choix gagnant, il nous est impossible de nous tromper, puisque ce que d'autres considèrent comme des erreurs sont en fait, à nos yeux, des opportunités. Toute erreur est ainsi salutaire. Enfin, quelques exercices nous sont donnés afin de parvenir à allier la théorie à la pratique. Ainsi est-il important de se dire régulièrement que rien n'a vraiment d'importance.
C'est une phrase à se remémorer chaque fois que nous devons prendre une décision, même s'il s'agit d'une question a priori futile telle que « Comment vais-je m'habiller aujourd'hui ?» En effet, en minimisant l'importance de chacun de nos choix, on finit par acquérir une sorte de réflexe qui nous permet ensuite de minimiser même les décisions qui nous semblent cruciales. Chapitre 8, c'est quoi tout pour vous ? Dans ce chapitre, l'auteur nous rappelle combien nous avons le don de nous enfermer dans nos propres dépendances, et principalement celle du travail. Cela tient au fait que pour beaucoup, le travail est l'élément central de leur vie. Pour d'autres, et essentiellement les femmes, c'est une relation amoureuse qui est au centre de tout. Du coup, lorsque ce tout est perdu, la personne se retrouve désemparée. Une solution pour ne plus être ainsi dépendant d'une seule et unique chose, c'est d'avoir plusieurs centres d'intérêt et de s'engager à 100% dans chacun. Ainsi, lorsque un élément n'est plus, nous pouvons nous raccrocher aux autres, même si la perte est toujours difficile. Si nous éprouvons des difficultés à nous engager dans l'une des composantes de notre vie, une solution est de faire comme si cette chose était essentielle. L'exemple de Sandrine nous est donné. En contrat temporaire, elle s'ennuyait dans son job et ne faisait qu'attendre la fin de son contrat. À partir du moment où elle a fait comme si ce travail était tout pour elle et qu'elle a mis en œuvre les trucs de Suzanne Jeffers, elle s'est enfin épanouie dans son poste et s'est enfin mise à aimer son travail. Le chapitre se conclut sur un exercice permettant de mettre en œuvre les conseils dispensés dans ce chapitre et de matérialiser ainsi les composantes de sa vie pour faire en sorte que rien ne soit tout pour nous. Il s'agit en fait de dessiner un carré compartimenté en 9 cases. Dans chacune, marquons quelque chose qui nous tient à cœur ou que l'on aimerait faire. Famille, relations amoureuses, amis, passion. Cela permet ainsi d'écrire noir sur blanc ce qui nous fait vibrer et de prendre conscience que si l'une de ces cases venait à disparaître, il y en aurait toujours d'autres pour venir remplir notre vie. Chapitre 9, dites oui. Afin de maîtriser nos peurs, tout se résume à dire oui à l'univers. Cela signifie que nous devons accepter le déroulement de notre vie, quels que soient ses impondérables. C'est aussi accepter la souffrance car nous ne pourrons l'éviter. Ce serait ainsi comme un mal nécessaire qui, là encore, est source d'enseignement. Refuser la souffrance est destructeur et nous enferme dans des drames qui nous empêchent de progresser ou de vivre notre vie. En conclusion, Suzanne Jeffers précise que tout accepter nécessite une pratique quotidienne et de l'entraînement. Cela demande une grande patience. Le préalable est avant tout de se dire oui à soi-même. Chapitre 10, donner. Sommes-nous généreux ? Telle est la question posée en ce début de chapitre. En sommes-nous certains ? C'est là que les choses se corsent. Rares sont les personnes à donner réellement, sans attendre quelque chose en retour. Or, pour se sentir mieux, il est nécessaire de savoir donner et d'être altruiste. Ce qui nous empêche de réellement donner, c'est encore et toujours la peur de ne pas recevoir en retour, la peur de voir ses propres besoins non satisfaits. Savoir donner, c'est aussi savoir dire merci à tous, y compris à ceux qui nous ont fait du mal. C'est partager ses connaissances, donner son temps, voire donner son argent. Un dernier exercice proposé en fin de chapitre nous permet de nous rendre compte que nous sommes en fait riches de beaucoup de choses, pas nécessairement matérielles, mais toutes positives. Il suffit de noter dans un cahier chaque événement positif qui peut se produire dans notre vie, ou qui s'est déjà produit. Ainsi seulement nous serons en mesure de nous rendre compte de la richesse de notre vie. Chapitre 11. Cultiver le soi supérieur. Est abordé dans ce chapitre le concept de soi supérieur. Il s'agit d'une notion de la psychologie du transpersonnel qui précise que nous perdons contact avec notre moi profond quand nous sommes trop préoccupés par des éléments extérieurs. Il s'agit alors de se recentrer sur soi-même et d'avoir conscience de notre part spirituelle. Notre moi supérieur s'exprime à travers notre subconscient et n'est qu'idée positive. Il est source d'amour, de bienveillance, d'abondance, etc. On pourrait par ailleurs dire que suivre notre intuition est en fait écouter notre moi supérieur. Notre subconscient traduit ce moi supérieur en se connectant à l'énergie de l'univers, sans laquelle le monde n'existerait pas. En toute fin de chapitre sont abordés d'autres thèmes de psychologie, la psychosynthèse ou la technique de la visualisation guidée, autre élément de lutte contre le manque de confiance en soi. La psychosynthèse propose des techniques permettant notamment de résoudre ces conflits internes. La visualisation guidée nous invite à créer des images mentales révélant certains aspects négatifs de notre personnalité, que l'on cherche à cacher à nous-mêmes. En prendre conscience est un autre pas vers l'amélioration de soi. Chapitre 12. Le temps devant soi. Ce dernier chapitre fait office de conclusion. Il nous rappelle que pour venir à bout de nos peurs, il est nécessaire d'apprendre en permanence et de s'impliquer en s'armant de patience et en prenant le temps. L'impatience est en effet source de stress, d'insatisfaction et finalement de peur. Le parallèle est fait avec une ascension en montagne. La pente est rude, les obstacles nombreux, mais peu à peu l'on contemple un panorama de plus en plus large et de plus en plus beau.
C'est ainsi que l'on doit envisager de se reprendre en main pour ne plus trembler, mais oser. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce résumé. Je vous ai mis le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez d'autres résumés de livres. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.